RMC, After Angleterre, Jérôme Sillon. Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Angleterre, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football anglais avec notre drôle de dame, Julien Laurens. Salut mon Jus. Salut Jay, salut à tous. Avec Rémi Dumont également, salut Rémi. Salut Jérôme, salut tout le monde, salut Julien. PSG Liverpool, c'est dans quelques jours, le mercredi 8 avril, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche qui va marquer le retour au Parc des Princes d'Hugo Ekitike. L'avant-centre de Liverpool a vécu des mois compliqués. Quand il était à Paris, il revient en tant que meilleur buteur des Reds et quasi titulaire en équipe de France. Comment expliquer la formidable ascension d'Hugo Ekitike ? C'est parti pour l'After Angleterre. Et on accueille notre invité Romain Stévenon, ancien membre de la direction du Stade de Reims, direction sportive, et aujourd'hui agent FIFA. Salut Romain. Salut Jérôme, salut à tous. Merci d'être avec nous. Romain, tu connais bien Hugo, rappelle-nous peut-être un petit peu le lien qui vous unit. Effectivement, je connais très bien Hugo. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui lorsqu'il était au Stade de Reims. C'est la première fois où je l'avais rencontré, mais son agent de toujours est aussi un de mes meilleurs amis, un ami très proche et qui m'en avait déjà parlé quand il était déjà un très jeune joueur. Et j'ai appris à côtoyer Hugo dans sa jeunesse, dans sa formation, sa post-formation et dans la continuité de sa carrière professionnelle. Bon, tu es donc parfaitement placé pour nous parler de son évolution et de cette nouvelle dimension qu'il a prise et notamment de cette saison avec Liverpool, Rémi, où il enchaîne les belles performances et il empile les buts. Ah, c'est surtout le meilleur buteur de Liverpool cette saison parce qu'on s'est amusé à comparer ses statistiques avec les joueurs uniquement de Liverpool cette saison. C'est le meilleur buteur donc avec 17 réalisations. Il a déjà délivré 6 passes décisives, donc il est décisif 23 fois cette saison. C'est mieux que Szoboszlai, même si c'est moins en termes de passes. Szoboszlai, on a 2 de plus. Mo Salah, lui, on est seulement à 10 buts et Wirtz à 6 buts, même s'il a plus de passes décisives que Hugo Ekitike. Mais on voit bien que Hugo Ekitike s'est parfaitement acclimaté donc à un nouveau championnat, à un nouveau club et à une nouvelle pression parce que Liverpool est un club très exposé. Romain, est-ce que tu es surpris par ces statistiques d'Hugo ? Non, pas vraiment. Hugo, ça a toujours été un joueur individuel et collectif, toujours au service de l'équipe. Il a toujours été attiré par le but. Il a toujours aussi été attiré par réaliser des passes décisives. Aujourd'hui, lui, c'est un amateur de basket. Il a toujours voulu avoir le double-double. Donc aujourd'hui, il est sur des statistiques comme ça. Et c'est pas surprenant, honnêtement. 17 buts et 6 passes D. Il lui manque encore quelques passes D pour arriver au double-double, parce que faut franchir le cap des dizaines pour les assists, comme on dit en Angleterre. Romain n'est pas surpris, mais Julien, est-ce que tu attendais, toi, Hugo Ekitike à ce niveau de compétitivité, sachant qu'on va forcément en parler, il avait quand même un Alexander Isak qui a débarqué en fin de mercato l'été dernier. Ouais, c'est vrai. Moi, je pensais que le football anglais était fait pour lui, que la première ligue était faite pour lui. Après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être pas pour une première saison, pour 6 premiers mois ou même les premières semaines où il a été très bon tout de suite. Alors oui, il y avait cette dynamique très positive de son excellente saison avec Francfort. Pas simplement celle de la saison dernière, mais celle d'avant aussi. Donc, il avait ça. Il était en confiance. Quand Liverpool vient le chercher pour ce prix-là en plus, forcément, je pense que ça te booste un petit peu. Pour moi, il a beaucoup appris aussi de ce qui ne s'était pas très bien passé forcément au PSG, où il était beaucoup plus jeune, d'arriver dans un grand club pareil, une grande ville. Et tout ça, ça a beaucoup compté. Là, il avait eu déjà cette première partie au PSG dont il avait beaucoup appris. Il a pu gérer beaucoup mieux, je pense, toutes les attentes et toute la pression aussi à Liverpool. Donc, ça s'est très bien passé tout de suite. C'est un championnat et c'est aussi une équipe Liverpool qui joue, c'est parfait pour ses qualités et de finisseur et dans le jeu. Je suis d'accord avec Romain aussi dans le sens où pour un joueur qui est altruiste comme lui par moment, collectif, c'était parfait. Donc finalement non, j'étais pas surpris, mais il a quand même fait mieux que ce que je pensais au début de la saison. Ouais, et notamment également, Rémi, si on regarde parmi les joueurs de Première Ligue, on a calculé le nombre de buts marqués en club et en sélection cette saison. Encore une fois, parmi les joueurs qui évoluent en Première Ligue, où est-ce qu'il se situe, Hugo Ekitike ? Dans la crème de la crème anglaise, puisqu'il est 5e au classement des buts et passes décisives donc en club et en sélection cette saison avec 19 buts, 7 passes décisives, donc décisives 26 fois. Alors, c'est pas aussi bien que Haaland qui en est à 43 buts, 9 passes décisives, donc 52 fois décisives.
mais on s'aperçoit qu'il est dans le top 5 de cette première ligue avec des grands noms hein, du championnat anglais, Bruno Fernandes, Joao Pedro, Mohamed Salah, avec qui d'ailleurs il évolue du côté de Liverpool. On voit vraiment que c'est un joueur qui sait s'adapter, et on va dire que plus la pression est haute, plus ses stats sont élevées. 19 buts donc et 7 passes décisives avec Liverpool et avec l'équipe de France cette saison. Tu n'étais pas étonné de le voir réussir avec Liverpool, mais de là à ce qu'il intègre le top 5 des joueurs les plus marquants de la saison, Romain, il y a quand même, j'imagine, une forme peut-être un tout petit peu d'étonnement quand même. Ah, effectivement, son adaptation, elle a été éclair. Après, comme il a parfaitement dit aussi, il était dans une dynamique très positive. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte aussi, c'était le montant de son transfert qu'il fallait supporter, mais il avait déjà connu ça beaucoup plus jeune aussi. Et la deuxième chose, c'est l'arrivée d'Alexander Isak. Quand il était beaucoup plus jeune, il y en a beaucoup qui le comparaient déjà à Alexander Isak. Et le voir arriver, le voir venir, le concurrencer, aujourd'hui, Hugo, je pense qu'il a jamais douté quand on le connaît. C'est un garçon qui est sûr de lui, sûr de ses forces et qui se concentre sur lui-même. Et malgré l'arrivée d'Isaac, il s'est toujours concentré là-dessus. Et effectivement, il atteint aujourd'hui des chiffres en termes de statistiques et aussi d'impact individuel et collectif avec Liverpool qui font que beaucoup de gens peuvent s'étonner qu'il s'acclimate aussi rapidement, effectivement. Mais j'allais dire que je suis que moyennement surpris par ce qu'il réalise. Bon, il y a un joueur en tout cas qui se plaît à jouer avec Hugo Ekitike dans cette équipe de Liverpool, c'est Florian Wirtz, autre recrue de l'été dernier. Florian Wirtz a parlé de sa relation avec Hugo, c'était chez nos confrères de la BBC il y a de cela quelques jours. Écoutez et regardez. C'est un super mec avec une grosse personnalité. C'est un bon ami. On se connaissait depuis la Bundesliga. On s'était affrontés quelques fois et on avait échangé nos maillots quand il évoluait à Francfort. C'est un joueur fantastique. Il m'a même surpris quand je l'ai vu jouer à l'entraînement pour la première fois ici à Liverpool. Je ne savais pas qu'il était aussi bon. C'est tellement amusant de jouer avec lui parce qu'il comprend tes déplacements et il sait combiner. Voilà, il ne savait pas qu'il était aussi bon, Hugo Ekitike. Romain, est-ce que Hugo, que tu côtoies régulièrement, à qui tu parles souvent, t'a parlé justement de cette acclimatation au vestiaire de Liverpool, de la façon dont ça s'est passé, de la façon dont il a réussi à convaincre aussi quelque part un vestiaire qui est fait d'énormes égos, d'énormes personnalités? Hugo, il le fait naturellement, c'est dans sa personnalité. Ce que Florian Wirtz dit, il le faisait déjà quand il était jeune. Il faut savoir que quand il est parti, notamment très jeune, à l'étranger, au Danemark, dans un championnat où il y a très peu de joueurs français qui se découvrent, on en parlait avec Hugo, ça a été un melting pot de joueurs qui ont joué dans énormément de championnats, de nationalités différentes, où il a dû se fondre dans un vestiaire qui parlait qu'anglais à ce moment-là, et il s'est adapté. Et après, il a connu une autre qualité avec Paris, qui lui a servi aussi en termes d'expérience, de côtoyer les plus grands joueurs du monde, parce qu'il a fréquenté à un moment le trio d'attaque le plus incroyable que Paris ait eu individuellement. Et tout ça, combiné à sa personnalité, ce qu'il est, forcément, c'est un joueur qui est adoré par tout le monde, forcément. Romain, mentalement, comment il fonctionne, Hugo? Parce que tout à l'heure, tu parlais de mentalité américaine où il assume, il peut être sûr de soi et de ses qualités. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Il est très sensible à ce qui se passe autour de lui. Mais attention, pas dans un cadre, on va dire, négatif. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il réagit, il est au taquet, il est alerte de ce qui se passe. Comment il fonctionne mentalement? Mentalement, c'est peut-être le joueur le plus compétiteur et sûr de lui que je connaisse. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une part d'ego là-dedans, mais ce qui est impressionnant chez Hugo, c'est qu'il a cette mentalité très américaine, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui, il est sûr de ses forces, il est sûr de ses qualités, et il ne doute pas. Et même quand il est amené potentiellement à douter, il a une capacité de résilience qui fait en sorte que tout de suite, ça reprend le dessus, sa compétition, et c'est ce qui fait, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il en est là aujourd'hui, et qui performe à tous les niveaux. Surtout se relever après ce qui s'est passé à Paris, retourner à Francfort, remettre le bleu de chauffe, faire la saison qu'il a réalisée, être transféré, passer d'un joueur complètement banni au PSG à un joueur à 100 millions d'euros, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire. Et ça, là-dedans, c'est exceptionnel. Et il est très, très bien entouré aussi.
Et alors, justement, comment aussi il gère les attentes autour de lui? Parce que quand il passe de Reims à Paris, c'est avec l'étiquette de crack. Quand il passe de Paris à Francfort, c'est avec l'étiquette d'un crack qui a joué en plus au PSG. Quand il passe de Francfort à Liverpool, c'est l'étiquette d'un des meilleurs buteurs de Bundesliga avec un transfert à 95 millions d'euros. Est-ce que la pression, elle glisse sur lui? Comment il gère cette pression et ses attentes? La pression, il en a toujours eu. Il se la fixe lui-même parce qu'il a des attentes qui sont extrêmement élevées. Hugo, il s'est jamais fixé de limite. Si vous parliez avec lui à l'âge de 16, 17 ans, il se fixe absolument aucune limite. Donc aujourd'hui, il l'absorbe et en fait, il s'en sert pour travailler. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel ce qu'il réalise. Mais en même temps, je suis pas surpris parce que sa personnalité couplée à ses qualités sportives au-dessus de la moyenne font qu'en fait, c'est un joueur complet. On va revenir sur son passage au Paris Saint-Germain dans le détail. On va parler également de son nouveau statut en équipe de France. Mais je voulais d'abord qu'on dise un mot, Julien, de ses performances en Ligue des Champions cette saison à Hugo Ekitike. Cette saison, c'est 6 expected goals dans le jeu en Champions League. C'est le 2e meilleur total donc parmi les joueurs qui ont disputé la compétition cette saison. Malheureusement, il n'a marqué que 3 buts. Ça veut dire que moins 3 buts par rapport aux XG. Ça veut dire qu'il n'a pas été suffisamment efficace par rapport à la qualité des occasions qu'il s'est créées. En revanche, c'est un joueur qui tire beaucoup, 4e plus gros total de tirs en Champions League cette saison et 15 ballons portés menant à un tir, c'est également le 3e meilleur total. Sur ses perfs en Champions League, qu'est-ce que tu peux nous dire de la saison d'Hugo Ekitike? Oui, il y a eu des très bonnes choses, effectivement, il y a eu des très bonnes choses. Comme son équipe, finalement, il y a aussi des matchs beaucoup plus compliqués. On l'a vu contre Galatasaray au match aller, par exemple, en 8e de finale. On l'a vu déjà à Galatasaray aussi dans la phase de poule. Il y a eu des moments comme ça. Il y a des moments où il a eu un peu à se débrouiller tout seul aussi parce qu'autour de lui, ça fonctionnait pas très bien, à part Szoboszlai peut-être. Même Wirtz a eu du mal. Salah a eu beaucoup de mal toute cette saison finalement. Isak, n'en parlons même pas. Gakpo, il joue que pour lui de toute façon. Donc à un moment, il y a aussi, c'était compliqué parce qu'autour de lui, c'était pas non plus une équipe où ça déroulait, où c'était fluide, etc., etc. Donc et c'est ça qui m'impressionne le plus finalement, c'est que les moments où le collectif est bon derrière lui, il est là, il finit les occasions, pas de problème. Lui et Wirtz, ça fonctionne très bien, on l'a dit. Mais il y a aussi beaucoup de moments dans les matchs cette saison de Liverpool où ça fonctionnait pas autour de lui, où il a fallu qu'il se débrouille tout seul, qu'il a cherché ses buts tout seul, ses passes d'ess tout seul. Et ça, il est très bon par rapport à d'autres attaquants qui sont un peu prévisibles, on va dire entre guillemets, prévisibles dans le sens où on sait un peu comment ils marchent, on sait ce qu'ils aiment dans les dribbles, dans les frappes, etc. Avec Hugo, tu sais jamais en fait, parce que je pense que même lui, il sait pas trop ce qu'il va faire après, si c'est un passement de jambe, un crochet, une passe en profondeur, une frappe à l'entrée de la surface, ou s'il va rentrer dans la surface, ce genre de choses-là. C'est ça qui le rend aussi un petit peu spécial. Moi, je trouve que c'est son côté très imprévisible. Romain, justement, sur cet aspect efficacité en Champions League, c'est la petite marche supplémentaire désormais, c'est la petite marge de progression qui lui reste, selon toi, à Hugo ? On peut dire ça aujourd'hui. Après, il s'est créé beaucoup de situations à titre individuel, comme il l'a parfaitement rappelé. Le Liverpool de cette année n'est pas le Liverpool de l'année dernière. Et ce qu'il réalise aujourd'hui dans cette situation-là, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire, comme il l'a fait, il s'est lié au jeu. Quand le jeu était en difficulté, il a porté l'équipe quasiment sur ses épaules. Il a marqué, il a passé, bien évidemment, sur le cap en Champions League. Et ils sont encore en compétition. On va voir contre le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est un match qu'il a dans un coin de sa tête depuis le moment du tirage. Donc peut-être que c'est là où il va répondre et je pense que c'est ce qu'il va faire. On fait une petite pause dans l'After Angleterre. On va parler désormais de son passage un peu plus dans le détail, de son passage au Paris Saint-Germain à Hugo Ekitike, de son nouveau statut également en équipe de France. On revient dans un instant. À tout de suite. De retour dans l'After Angleterre, toujours avec Rémi Dumont, avec notre drôle de dame Julien Laurence, avec notre invité Romain Stévenon, ancien membre de la direction sportive du Stade de Reims, aujourd'hui agent FIFA et proche d'Hugo Ekitike. On parle de l'attaquant des Reds et de l'équipe de France avant le PSG Liverpool de la semaine prochaine. Alors on va revenir sur le parcours parisien, peut-être Rémi, sur la période parisienne d'Hugo Ekitike, parce qu'il va faire son retour au Parc des Princes et il n'a plus du tout le même statut. Ouais, il avait dit à nos confrères de Canal+, que c'était une équipe qu'il suivait toujours et qu'il aimait toujours, le Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a passé en gros 2 saisons de 2022 à 2024 pour 33 matchs joués, 14 titularisations, 4 buts et 4 passes décisives. Il était donc décisif toutes les 175 minutes, même s'il n'a pas joué lors de ces 6 derniers mois avec le PSG. Moi, ma question, Romain, pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que son passage à Paris lui a appris finalement, parce que c'est peut-être l'un des points négatifs, mais il a su, j'ai l'impression, en faire une force pour la suite de sa carrière.
Si on le voit froidement, on peut se dire que c'est l'un des points négatifs de sa carrière. Si on le voit de manière positive, c'est peut-être aussi ce qu'il a construit. Il est parti très jeune, avec une étiquette de crack. Il avait énormément de clubs en Europe qui étaient sur lui à ce moment-là. Il a choisi le PSG. Et on parle d'un PSG où il y avait Kylian Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Messi. Lui, il était ce 4e joueur de la ligne offensive. C'était peut-être le trio le plus incroyable individuellement que j'ai à former. Moi, son aventure au PSG, elle est incroyable. Parce que comme on le voit sur sa photo, là, il y a son entourage. Et dans les moments très difficiles, comme il l'a connu au PSG, dans les moments de doute, où il a été quasiment banni du club, son entourage, qu'on voit avec son agent, Karl, avec ses proches, ses amis qui sont toujours là au quotidien et qui le tirent aussi vers le haut, ils l'ont soutenu. Et ils ont fait aujourd'hui d'un joueur quasiment banni au PSG, qui était mis de côté, envoyé à Francfort parce qu'il fallait, entre guillemets, se débarrasser de lui, à faire un joueur à 100 millions d'euros. Et ça, Hugo, ça l'a construit, ça l'a forgé, et ça lui a fait travailler énormément sa résilience. Et je pense que ça a été moteur. Donc effectivement, dans ce, dira-t-on, ce semi-échec au Paris Saint-Germain, bah, c'est ce qui construit aujourd'hui le joueur qu'il est. Et Hugo, pour moi, au PSG, c'est l'un des plus gros what-if, parce que s'il rejoint le PSG d'aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, avec Luis Enrique, je suis persuadé que ça peut devenir l'attaquant du PSG pour les 10 ou 15 prochaines années, comme l'a été par exemple un Marco Verratti dans une autre position, et la figure. Donc, moi, je suis très heureux qu'il revienne jouer contre le PSG, et je pense que celui-là, il a marqué avec une belle croix rouge sur le calendrier. On a hâte de voir ça évidemment sur la pelouse du Parc des Princes, et c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup du contexte, ce qu'il peut se passer. Toi Julien, qu'est-ce que tu retiens du passage parisien d'Hugo Ekitike? Est-ce qu'il y fait référence encore d'ailleurs depuis qu'il est arrivé à Liverpool? Oui, on en a beaucoup parlé en Angleterre à son arrivée aussi. Moi, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. J'ai des gens au club qui m'avaient appelé avant de le recruter en disant qu'est-ce qui s'est passé au PSG, pourquoi ça n'a pas marché. Et finalement, c'est assez simple aussi. On peut le regarder. Romain a parlé des 3 qui étaient devant lui. Bon, déjà, ça, à la base, c'était compliqué. Et puis ensuite, c'est aussi le passage d'un club comme Reims. Même si c'est un club historique du football français, ça reste un petit club par rapport au PSG, une petite ville par rapport à Paris. Tu es encore très jeune. Il y a plein de choses que tu dois apprendre. Il y a plein de choses qui vont changer dans ta vie, au quotidien, sur le terrain, en dehors du terrain, tout ça. Et c'est vraiment pas facile à gérer. Il y a plein de joueurs qui ont eu un petit peu de mal aussi à s'adapter à ce genre de changement-là, comme ça, si jeune. Et si vite, finalement, aussi, parce que c'est pas comme s'il avait joué 5 ans en Ligue 1 avant non plus d'aller au PSG. Donc, c'est tout à fait normal. Et finalement, le point d'interrogation côté Liverpool, c'est est-ce que maintenant, son adaptation de Francfort à Liverpool, comme celle de Reims au PSG, sera différente? Et la question, oui, c'était facile finalement qu'il n'allait pas refaire peut-être les mêmes erreurs ou qu'il n'aurait pas les mêmes difficultés à s'adapter. Et dans un nouveau club comme celui-là, il l'a démontré. Donc, moi, je pense qu'il a sûrement beaucoup appris, même si ça a été sûrement très compliqué, je veux bien le croire aussi, pendant ces années-là au PSG, surtout les 6 derniers mois, comme Romain l'a rappelé. Mais ça l'a rendu sûrement plus fort. Quel est l'état de sa relation aujourd'hui avec Kylian Mbappé? On l'a vu sous le maillot de l'équipe de France et on va y venir, Romain, mais on a l'impression qu'ils sont très complices, comme s'il n'y avait pas d'amertume par rapport aux mois difficiles qu'Hugo a vécu justement dans l'ombre de Kylian et dans l'ombre de Messi et de Neymar. De ce que je sais, c'est qu'il a toujours été proche de Kylian, que Kylian l'a toujours soutenu, a toujours échangé avec lui, l'a toujours aussi pris sous son aile. C'était un contexte absolument différent. Et on peut le voir aujourd'hui, la relation qu'ils ont, même en équipe de France. Forcément, s'il y avait de l'amertume, de la rancœur ou de l'aigreur dans leur relation passée, elle ne se serait pas effacée et on la verrait encore aujourd'hui. Et c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ce qu'on voit effectivement en équipe de France où Hugo Ekitike, depuis le début de la saison, du coup, brille, Rémi. Oui, parce qu'il a été appelé pour la première fois en août 2025. Il n'était pas prévu dans la liste de base. C'est en remplacement de Ryan Cherki. Depuis ses 8 sélections, 3 titularisations, 2 buts, dont le dernier face au Brésil lors de la trêve internationale de mars. Une passe décisive. Il est décisif toutes les 99 minutes avec l'équipe de France. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il était proche pendant un moment de faire les
JO 2024 avec l'équipe de France olympique, mais malheureusement ça correspondait à sa saison compliquée avec le PSG et ses débuts avec Francfort. Ce que je veux savoir auprès de toi, Romain, c'est voilà, quel regard il a envers le maillot bleu, envers l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a toujours recherché, parce qu'il a aussi fait ses classes avec les équipes de jeunes en équipe de France? Est-ce que la Coupe du Monde 2026 c'était un objectif entre guillemets prévu depuis longtemps, ou il y pensait même déjà avant cette période de août 2025? Hugo, il n'a jamais douté. Et ce qui est marrant, j'ai une anecdote là-dedans, c'est que au moment où je rejoins Reims, j'en parle avec son agent, Karl Monaco-Buschmann, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est un ami proche. Et moi, je connaissais pas Hugo à ce moment-là. Je connaissais juste de nom parce qu'il s'en occupait. Et il m'a dit, tu verras ce petit. Et pourtant, il n'avait jamais fait de sélection U17, U18, U19. Je crois qu'il a commencé à peine au U20 en équipe de France. Il m'a dit, tu verras, ce petit, il a un talent et il ira en équipe de France. Et on peut penser que c'est complètement fou de dire ça d'un gamin qui a 16, 17 ans, qui n'avait pas côtoyé encore les équipes de France de jeunes, de se dire qu'il allait y arriver. Et effectivement, il y est arrivé et il y a cru plus que personne et il n'a jamais douté qu'il en serait un. Donc c'est ça qui est plutôt extraordinaire. Et l'équipe de France, il y a un de ses coéquipiers à Liverpool qui lui en a parlé, mais à sa manière. C'était au début de la saison, seulement quelques semaines après son arrivée à Liverpool. Écoutez ce que racontait Ibrahima Konaté en conférence de presse sous le maillot bleu. Alors, l'interview, la conférence de presse date du mois de novembre, mais ça fait référence à ce qu'il s'est passé au début de la saison. Il y a des entraînements, il était un petit peu fatigué et tout. On devait aller en salle et il ne voulait pas. Et je l'ai regardé dans les yeux pendant 5 secondes. Je lui ai dit, t'as envie d'aller en équipe de France, toi ? Et après, je suis parti. Je l'ai retrouvé dans la salle 2 minutes après. Et franchement, c'est quelque chose, je pense qu'il a pris, on en a rigolé, mais qu'il a vraiment pris au sérieux et personnellement. Et c'est quelqu'un que je vois qui travaille au quotidien. Il va en salle de lui-même, même en équipe de France. Si vous vous levez le matin, vous pouvez le voir en salle. Donc, je pense qu'il a passé un cap sur ça. Et même en équipe de France, le dernier match, il est rentré. Je pense qu'il a pris énormément de points. Aujourd'hui, il est sur la bonne voie. Maintenant, c'est de continuer sur celle-ci. Voilà, Ibrahima Konaté, donc l'entraînement invisible aussi, la musculation, tout ça c'est une part importante et quand on regarde les joueurs de l'équipe de France les plus décisifs durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, eh bien on se rend compte qu'Hugo fait partie des joueurs les plus décisifs. Seul Mbappé en fait est plus décisif que lui, Rémi. Oui, parce que Mbappé sur cette période-là a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Hugo Ekitike en est à 1 but et 1 passe décisive, mais il est décisif toutes les 101 minutes. Donc c'est loin de Kylian, le monstre Kylian qui est décisif toutes les 44 minutes, mais c'est le deuxième devant, par exemple, un joueur comme Barcola ou Michael Olise, qui alors c'est vrai, il est peut-être pas aussi offensif que Hugo Ekitike, puisque Hugo est un attaquant et que Olise est un milieu offensif, mais on voit bien que tout son apport et toute sa relation justement sur le plan offensif avec tous les joueurs de l'équipe de France, puisqu'il a aussi joué avec Ryan Cherki lors du dernier match face à la Colombie sur lequel il est rentré. Dans quel état d'esprit il est pour cette Coupe du Monde, Romain? Est-ce que il y va entre guillemets à tâtons, ou est-ce que vraiment il a l'objectif d'être un titulaire pour cette Coupe du Monde 2026? Hugo, il se fixe absolument aucune limite. Donc lui, quand il y va dans un objectif et dans une compétition, c'est pour la gagner, la remporter et être un joueur important. C'est pas un joueur qui se contentera d'être sur le banc ou de simplement faire le sparring partner. Ça n'existe pas dans son esprit. Lui, il y va avec l'esprit de retourner tout le monde. Et on a pu le voir aujourd'hui, c'est un joueur assez jeune en équipe de France, mais il a répondu tout de suite présent. Et il a été impliqué sur énormément de buts, il a été impliqué aussi sur beaucoup de situations. Et tout de suite, dès lors qu'on lui a donné sa chance, il a su la saisir. Et on l'a vu quand Didier Deschamps, sur la dernière tournée de l'équipe de France, il a aligné le quatuor offensif. Hugo en a fait partie. Et parce qu'en fait, il s'impose de lui-même ça. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'objectif. Et il répond présent. Donc moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer cet été. Il en a parlé justement de son statut en équipe de France, Hugo Ekitike. C'était à l'issue du match face au Brésil et de ce superbe but qu'il avait marqué. Quel est son statut en bleu? C'est la question que Arthur Perrault, notre envoyé spécial là-bas, lui avait posée. Écoutez sa réponse. Franchement, ça j'en sais rien du tout. Moi, je me considère comme un joueur du collectif. Si le coach me donne une opportunité, je me donnerai à fond pour l'équipe. Et voilà, le principal, c'est l'équipe de France. Et je donne mon maximum.
Voilà, il donne son maximum. Julien, nous, vu de France, on se dit qu'il va être en concurrence avec un Bradley Barcola qui n'était pas du stage aux États-Unis durant ce mois de mars parce qu'il était blessé. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que, selon toi, Ugo Ekitike doit démarrer la Coupe du Monde comme titulaire ? Moi, je pense que Barcola était peut-être un petit peu en avance sur lui, de par aussi l'expérience en bleu, par exemple, et tout ça. Sauf que la blessure de Barcola a sûrement rebattu les cartes. On a rebattu les cartes, surtout si c'était plus sérieux que prévu et qu'il ne pourrait pas revenir d'ici à la fin de la saison et qu'il raterait la Coupe du Monde aussi. S'il n'y a pas Barcola dans l'effectif des Bleus, ce sera Ugo, à mon avis, qui sera titulaire sur le côté gauche, dans une position différente de celle, même s'il y a joué un petit peu aussi avec Liverpool, soit d'entrée, soit par moment dans une configuration de match, dans un rôle différent de celui qu'il a en club. Ce sera vraiment intéressant. Mais pour moi, oui, s'il n'y a pas Barcola, ce sera lui, le titulaire à gauche, avant Doué, avant Cherki, avant Thuram, avant n'importe qui d'autre. Si Barcola est là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Peut-être que Barcola a encore un petit peu d'avance. Mais sinon, sur ce qu'il a montré sur les dernières sélections, notamment le match du Brésil aussi, à 11 contre 11, à 10 contre 11, sa relation avec Kylian, surtout aussi, hein, notamment sans ballon, parce que contre le Brésil, c'est Hugo qui touche le moins de ballons parmi les 11 titulaires français. En revanche, dans son intelligence, dans les déplacements, notamment par rapport là où Kylian se situait lui, là, je pense qu'il a marqué beaucoup de points pour Deschamps. Et Deschamps a dû beaucoup apprécier ça. Et à mon avis, ça comptera beaucoup pour lui au niveau de la Coupe du Monde. Et Romain, en plus, Hugo a un profil d'attaquant qui n'existe pas en équipe de France. Par sa taille, il apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Absolument. Et juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire et que je trouve très intéressant, c'est qu'Hugo, même par le passé, quand il était en jeune, même quand il était parti par exemple au Danemark, il avait été utilisé dans une position d'excentré à gauche. Et je pense que ce qui a un peu intéressé aussi le sélectionneur, c'est la possibilité, Hugo, de pouvoir jouer côté gauche, mais de pouvoir jouer attaquant. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont la capacité de permuter, notamment avec Kylian, qui aime aussi ce côté gauche. Et donc, ça peut apporter pas mal de variété, ça peut apporter aussi pas mal de souplesse dans un cadre collectif un peu et de donner de la liberté à Hugo et à Kylian de pouvoir varier, peut-être plus qu'avec un Bradley Barcola sur une position de numéro 9. Donc, ça peut être aussi une force pour Hugo. Romain, toi, imaginons que tu es Didier Deschamps, dans quel système et à quel poste tu fais jouer Ugo Ekitike pour qu'il exploite toutes ses qualités ? C'est une question difficile, comme tous les 60 millions de sélectionneurs qui vont arriver cet été. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système qui a été utilisé avec Michael Olise, par exemple, ce sera avec Dembélé, avec Mbappé et j'espère aussi Hugo. Moi, j'aime cette polyvalence-là parce que les deux déjà se connaissent très bien. Ils sentent ce même football. Hugo, c'est un joueur qui est intelligent. Il a des capacités athlétiques qui sont exceptionnelles parce qu'il est très grand, mais il est très habile techniquement. Il va vite, il est agile, il est fort dans le 1 contre 1. Et il a cette capacité à déjà être un joueur très connecté au jeu. Donc, cette capacité à jouer sur un côté, mais de pouvoir aussi déborder, de pouvoir rentrer à l'intérieur, de pouvoir combiner, mais aussi de permuter avec Kylian. Je pense que ça peut être un atout considérable pour l'équipe de France et notamment pour mettre en difficulté les adversaires. On a hâte de voir ça évidemment à la Coupe du Monde et on a surtout hâte d'être au Parc des Princes. Ce sera mercredi prochain, donc le 8 avril, pour ce PSG-Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Romain Stévenot d'avoir été notre invité dans l'After Angleterre. Merci mon jus, merci Rémi. L'After Angleterre est évidemment à retrouver chaque semaine en téléchargement. Ciao. RMC After Angleterre.